Salut tout le monde! Alors comme vous voyez, j'ai une petite chemise et tout. Pourquoi? Parce que c'est l'été, etc. Il va faire beau, il va y avoir du soleil, il va y avoir des jolies filles en maillot de bain, et tout, etc., etc., etc. Bon bref, avant que je pète les plombs sur des filles en maillot de bain, revenons un peu au véritable sujet de cette vidéo. Alors, donc vous le savez, donc l'été est en train d'arriver, et qui dit été dit blockbuster américain, pété de thunes. Et avant l'arrivée du très attendu Captain America, il vaut mieux faire un petit topo sur les meilleurs films de 2011. Alors pourquoi faire un topo? Bah, tout simplement parce que ça va être l'été, et puis il va y avoir certainement de très très bons films, et puis c'est l'occasion de vous présenter une liste presque quasi définitive de mon top 10 de 2011, le top 10 des meilleurs films de 2011. Attention, c'est parti, roulement de tambour. Bon, voilà, c'est fait, le roulement de tambour à la con. Et on va commencer par le numéro 10, et j'irai donc jusqu'au numéro 1. Donc, au numéro 10, nous avons un DTV, et oui, parce que il n'y a pas qu'au cinéma qu'il y a de bons films, il y a aussi des très bons films en DVD ou en DTV. Donc, on va commencer. Donc, le numéro 10, le voici, le voilà, c'est The Machine Girl de Noboru Higuchi. C'est bon, j'ai pas écorché son nom, ça va, je suis sauvé. Donc, Noboru Higuchi, c'est avant tout un spécialiste en effets spéciaux live, en SFX, pour parler en termes cinéma, et c'est un réalisateur de films d'horreur un peu underground, on va dire, très très gore. Et The Machine Girl ne déroge pas à la règle. Alors c'est super kitsch évidemment, parce que c'est des films à un budget totalement dérisoire, c'est tourné en peu de temps. Genre, ils ont, par exemple, je sais que Tokyo Gore Police a été, je crois, réalisé en 2 semaines, ce qui fait, alors qu'il y a une quantité énorme d'effets spéciaux. Donc voilà, The Machine Girl, est certainement un des films qui a été réalisé très rapidement. Cela dit, ça a beau être complètement barré, même taré, on va dire, c'est quand même un super défouloir. Les effets spéciaux sont un peu kitsch, mais en même temps, ça montre bien qu'ils se prennent pas au sérieux, qu'ils veulent offrir du plaisir aux fans de cinéma d'horreur nippon. Et voilà, donc en plus, même on peut dire que c'est très très influencé par Evil Dead 2, point de vue réalisation, au dynamisme de la réalisation, et puis c'est surtout porté par des acteurs très très bons, surtout cette très belle fille qui a une mitraillette à la place du bras et qui porte à elle seule le film, de par son charisme et son jeu d'actrice. Voilà, donc voilà, en top 10, The Machine Girl, que je vous conseille vivement. Ensuite, en numéro 9, nous avons The Green Hornet, réalisé par Michel Gondry, avec Seth Roger et Cameron Diaz, et puis il y a l'autre asiatique, mais j'ai oublié son nom, désolé. Et donc, étant donné que c'est la première fois qu'on voit Michel Gondry sur un blockbuster, on peut se demander s'il va pas être un peu trop, va pas se trop sentir mal à l'aise. Et finalement, on se rend compte que non, il s'en sort plutôt bien. En tout cas, moi personnellement, j'ai trouvé qu'il s'en sortait bien. Il faisait des scènes d'action superbement bien maîtrisées, et puis c'est doté d'un humour couillon, mais en même temps, ils se prennent pas au sérieux sur ce film, donc c'est déjà une bonne chose. Ensuite, les jeux d'acteurs, bon, on va pas dire qu'ils pètent plus haut que leur cul, ils font leur boulot proprement, voilà. Mais ça reste un bon défouloir, The Green Hornet, et une bonne surprise. Alors, donc en numéro 8 et en numéro 7, ben, j'ai pas mis de film parce que je n'en ai pas encore vu de bons films qui méritent les places 7 et 8. Donc on passe directement au numéro 6. Alors là, ça va être un peu polémique parce qu'il y en a qui, enfin, les journalistes n'aiment pas ce film.
pour des raisons que moi, qui me poussent en fait à aimer le film, c'est L'Assaut, réalisé par Julien Leclerc avec Vincent Elbaz. Et pourquoi j'aime bien ce film? Bah, tout simplement parce que je trouve que sa réalisation est épatante. Sa photographie ne m'a pas dérangé pour un sou. Voilà quoi, ouais, pourquoi je vous dis ça? Bah, parce que niveau réalisation, c'est pas du Paul Greengrass. Alors que beaucoup disaient que ouais, il fait du Paul Greengrass en fait, mais non, il fait pas du tout du Paul Greengrass. Au contraire, même, il fait, c'est maîtrisé, enfin les scènes d'action sont totalement maîtrisées d'un point de vue technique, il n'y a rien à dire. Après, le jeune acteur est fabuleux aussi, Vincent Elbaz en premier, a l'air, qui ressemble plus à un espèce de cow-boy sorti d'un western italien que véritablement un gendarme du GIGN. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un très très bon film. Qui est parfois à des moments super tendus, genre les exécutions d'otages, etc., qui sont d'un réalisme brutal. Et sinon, pas de bémol, si ce n'est peut-être une sous-intrigue politique n'était pas totalement, qui n'avait peut-être pas à se trouver là, mais bon, j'ai pas trouvé ça spécialement choquant. Ensuite, en numéro 5, on a un autre film polémique parce qu'il y en a qui n'aiment pas ce film à cause de sa réalisation, du jeu d'acteur, etc. Mais moi, j'ai trouvé ça vachement sympa. C'était défoulant. C'était un pur défouloir. C'est World Invasion, Battle Los Angeles, et réalisé par Jonathan Liebesman avec Aaron Eckhart et Michelle Rodriguez, la magnifique Michelle Rodriguez, pardon, désolé. Et, euh, et voilà, bon, si vous me connaissez depuis le début, vous avez certainement dû voir ma critique sur Battle Los Angeles. Et vous savez à quel point j'ai totalement pété une durite dessus. Bah oui, c'est un film où tu pètes une durite dessus. Ça retranscrit tellement bien le côté bof républicain des États-Unis que bon, si tu prends ça au premier degré, c'est sûr que tu vas te dire que c'est une honte de faire un tel film de propagande sur l'armée américaine, etc., 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 bla bla bla. Mais bon, en même temps, c'est bien de voir des films qui te mettent l'encéphalo à plat. Et, euh, et voilà, il te fait juste passer un bon moment. Les, En termes d'influence, on reconnaît directement La Chute du Faucon Noir, Independence Day, District 9. Ouais, c'est un pur film de science-fiction action. Et ouais, j'ai trouvé ça vachement bien. Et puis les jeux d'acteurs, Aaron Eckhart, je trouve qu'il est super convaincant en Marines, et Michelle Rodriguez, qui elle aussi prouve que ce n'est pas qu'une fille qui joue les rôles de garçon manqué ou de fille pour mec super rebaraqué. Voilà, voilà. Donc on va passer au numéro 4. Alors le numéro 4, c'est un de mes préférés de cette année. Donc on va me dire pourquoi je l'ai pas mis dans le top 3. Bah, tout simplement parce que les trois premiers sont tout simplement inégalables. Donc en numéro 4, c'est Rango de Gore Verbinski. Alors pourquoi ce film est-il au numéro 4 et pas au numéro 3, numéro 2, numéro 1? Bah, tout simplement parce que j'avais pas envie de mettre des ex-aequo cette année. Alors, Rango, qu'est-ce qui fait que j'aime ce film? Bah, tout simplement parce que d'un point de vue technique, l'animation, c'est tout simplement bluffant. C'est magnifique. La modélisation des personnages est absolument hallucinante. Beaucoup d'amis sont d'accord à ce sujet avec moi. Et puis l'histoire est complètement folle, c'est complètement barré de voir un caméléon qui devient un chef d'une petite ville paumée dans le désert du Nebraska, enfin, ouais, du Nebraska, enfin je sais pas, on sait que ça se passe pas très loin de Las Vegas, etc. Et,
Et voilà, c'est rempli de personnages complètement tarés, notamment ce caméléon qui se fait appeler Rango, alors qu'il s'appelle même pas Rango, on sait même pas comment il s'appelle. Et puis il y a des moments complètement bizarres, surréalistes, avec des palmiers qui se mettent, ou enfin des palmiers, ou des cactus, je sais plus. Enfin bref, des arbres qui se mettent à bouger. Il y a même des références directes à Las Vegas Parano, même une référence directe à Clint Eastwood. Et voilà, mais c'est cohérent, c'est super bien filmé. Il y a des scènes d'action qui sont totalement hallucinantes, que je vous recommande de voir. C'est juste, voilà, Rango, c'est vraiment un gros coup de cœur de cette année. Enfin, c'est le coup de cœur de cette année. Et voilà. Donc, on va passer au top 3 des films de 2011. Alors, en numéro 3, on retrouve True Grit des frères Cohen. Alors, les frères Cohen, je connais pas très bien leur filmographie parce que j'ai pas vu, je pense pas avoir vu énormément de films d'eux, mais j'aime particulièrement No Country for the Old Men et The Big Lebowski, voilà. Et donc, True Grit, c'est un pur western magnifique, une très belle photo, très belle réalisation, acteur sensationnel et une jeune actrice dont j'espère qu'on entendra encore parler pendant des années et des années et des années et des années, qui est Ellie Stenfield. Enfin, j'ai peur d'écorcher son nom, rectifiez-moi au cas où. Et voilà, quoi d'autre. C'est, vu que moi j'adore le western, alors quand il est bien crépusculaire, ben, j'adore encore plus. Donc voilà, True Grit, excellent film. C'est pas un remake, il faut pas penser que c'est un remake de film. C'est basé sur. Les frères Coen se sont basés sur le bouquin dont est tiré déjà un premier film avec John Wayne, mais le film des frères Coen n'a rien à voir avec le film avec John Wayne. Il n'y a aucun rapport. Voilà, donc au moins c'est déjà dit. Et donc True Grit, je vous conseille vivement de l'acheter en DVD quand il sortira en DVD. Voilà, voilà. Donc, en numéro 2, on retrouve un chef-d'œuvre qui a mis tout le monde d'accord pour dire que c'est un vrai grand film et qui malheureusement est parti bredouille comme True Grit des Oscars. C'est Black Swan. Black Swan de Darren Aronofsky avec Nathalie Portman et Vincent Cassel. Alors, il est numéro 2, ben, tout simplement parce qu'il a été détrôné par le numéro 1. Et donc, Black Swan, c'est un film qui est totalement maîtrisé d'un point de vue réalisation. On a des magnifiques plans séquences, notamment le plan séquence de l'intro, et puis un autre plan séquence où on voit Nathalie Portman qui se transforme en cygne noir, d'où le titre Black Swan. Et, et c'est juste magnifique du début à la fin, l'histoire qui suit en fait le parcours de cette danseuse ambitieuse mais un peu coincée du cul qui au final maîtrise totalement ce personnage du cygne noir, et voilà, mais qui passe par des étapes et tout. C'est vraiment un film qui traite parfaitement de la schizophrénie. Et voilà, donc c'est pas spécialement un film sur la danse, mais plutôt un film sur la psychologie des danseuses, sur la rigidité de tout le monde, etc. etc. Donc voilà, Black Swan numéro 2 est très très bon film. Et oula, il me reste plus beaucoup de temps. Alors, donc en numéro 1, vous avez la Palme d'Or du Festival de Cannes 2011, c'est The Tree of Life de Terrence Malick. Terrence Malick qui a fait un très très grand film qu'il faut absolument aller voir parce que c'est vraiment un magnifique film. C'est pas chiant du début à la fin. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas beaucoup les films du Festival de Cannes, les Palmes d'Or parce que c'est chiant. The Tree of Life n'est pas un film chiant, c'est un très beau film. Il faut accepter cette expérience unique. Donc c'est l'expérience de la vie, c'est une très belle expérience. Et moi, il ne me reste plus beaucoup de temps, alors je vous dis salut. Il faut aller voir tous ces films que je vous ai cités et je vous dis à une prochaine. Ciao!